Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2 Ici et Maintenant, point info sur Internet pour nous voir et nous entendre. Alexandre avec vous aujourd'hui, notre invité est Patrick Buron-Sténas. Nous parlons d'alchimie et je vous rappelle que vous pouvez lui poser vos questions. Le standard est désormais ouvert au 08 92 23 95 20. Patrick Buron-Sténas, les contes et les comptines ont fait partie de votre apprentissage? Oui, je dirais, bon, déjà dans l'esprit, l'état dans lequel ça peut mettre d'entendre un conte de fées, et puis surtout a posteriori, c'est-à-dire que, bien sûr, j'ai entendu quand j'étais enfant les contes de fées, les comptines, mais je les ai compris beaucoup plus tard. En tout cas, compris avec le sens qui m'était resté caché pendant un certain temps. C'est Georges qui nous rejoint, il sera le premier à poser une question. 08 92 23 95 20. Bonjour Georges. Bonjour à tous et chacun. Bonjour. Monsieur Buren-Sténas, bonjour. Voilà, Bonjour. je me pose une question sur ce qu'est la bande de Moebius. Si vous pouvez avoir votre explication, parce qu'il semble qu'il y a à la fois un contenant et un contenu. On peut voir un symbole de l'infini et ça a l'air très riche comme objet. Oui, oui, effectivement, c'est très riche puisque on peut imaginer qu'on change de dimension en continuant toujours le même chemin. Ouais. C'est je pense, une représentation entre guillemets compréhensible dans notre univers qui peut permettre de montrer qu'on peut osciller entre une réalité et une autre. Et d'ailleurs, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que pour l'observateur, c'est-à-dire celui qui marche sur ce ruban, Ouais. lui peut avoir l'impression de faire un chemin complètement linéaire, sans même se rendre compte qu'il était passé de l'autre côté des choses. Donc je pense que c'est ce que l'alchimiste fait, parce que lui peut avoir l'impression de suivre un chemin complètement dans cette réalité-là, et ne pas se rendre compte du moment auquel il bascule. Mais je pense pour ça, il doit être capable de changer de perspective et de ne pas avoir de repères extérieurs. Parce que s'il avait des repères extérieurs, c'est-à-dire des règles, comme on peut en avoir dans notre réalité, ben il se rendrait compte du moment où il bascule, et peut-être qu'à ce moment-là, il tomberait. Il perdrait pied parce que je pense que s'il reste entre guillemets collé sur ce ruban, bien qu'il passe de l'autre côté, c'est parce que pour lui, il ne sait pas, il n'a pas de référence extérieure. Et je pense que c'est pour ça que l'alchimie reste aussi une autre vision de l'univers et qu'elle ne peut pas se comparer à notre univers parce qu'on rentrerait en contradiction avec cet univers. On arriverait dans une impossibilité. On met au fronton du laboratoire quelque chose qui est, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Et je pense qu'on est dans cette vision-là et que c'est vrai que c'est une représentation à laquelle je n'avais pas pensé, mais qui est aussi intéressante. Et pour continuer un peu dans le domaine, je pense que les représentations fractales aussi sont intéressantes, puisqu'on pourrait imaginer aussi un volume infiniment vide, c'est-à-dire comment, en retirant de la matière à l'intérieur d'un volume, eh bien, on finirait dans un infini à ne plus avoir de matière, ou en tout cas qu'elle soit suffisamment ténue pour ne plus faire résistance au passage de la lumière. Donc, encore une fois, c'est peut-être des représentations mathématiques. Mandelbrot, par exemple, les patatoïdes qui représentent un univers infiniment plein et pourtant infiniment vide. Je n'avais pas pensé à cette représentation, mais je la citerai. Ah ben, je pensais que vous aviez une réponse parce que ça finissait par prendre un caractère obsessionnel dans mon esprit en regardant cette bande. Mais je pense justement c'est que cette bande ne peut être une obsession que si on a un observateur extérieur. Ah, Je il faut pense être que à l'intérieur. voilà, si vous êtes à l'intérieur et que pour vous le chemin est linéaire, Ouais. et donc la question ne se pose pas. Au contraire, je pense que ça nous permet d'avoir un chemin multidimensionnel, alors que de supporter plutôt cette vision multidimensionnelle, alors que on a l'impression qu'on avance sur un chemin qui est rectiligne. Voilà Georges. Oui, et ben voilà pour aujourd'hui. Merci de vos explications. Au revoir Georges, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Le standard est toujours ouvert. Nous allons maintenant effectivement ouvrir ou rouvrir ce chapitre des contes et des comptines. Alors avant de passer à un conte qui prendra un peu plus de temps, et à ce moment-là je fermerai le standard à nouveau, on peut peut-être s'arrêter sur des comptines. Pourquoi pas la fameuse souris verte?
Ah oui, alors déjà quand on lit l'histoire, ça tient absolument pas debout, hein, c'est complètement allumé, hein. Déjà une souris verte qui courait dans l'herbe, hein, je l'attrape par la queue, je la monte à ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Bon, si je réfléchis 5 secondes à ce que ça veut absolument rien dire du tout, hein. Alors si je continue l'histoire et que je dis je la mets dans un tiroir et elle trouve qu'il fait trop noir, je la mets dans ma culotte, alors elle fait 3 petites crottes, je la mets dans un chapeau, elle trouve qu'il fait trop chaud. Bon, si on réfléchit au sens premier, et je vous rappelle qu'on raconte ça aux enfants, hein, ça ne veut absolument rien dire du tout. Alors maintenant, on va imaginer ça à l'aune de l'alchimie. Alors, déjà une souris verte, on sait qu'en alchimie, le verre c'est quelque chose de très intéressant, parce que le verre est la connaissance des choses cachées. Bon, il y a d'autres clés à l'intérieur que je ne donnerai pas ici, mais ce verre est quelque chose de très important. Et la souris verte, c'est quand le verre vous sourit. Donc, quand vous avez la bonne couleur, eh bien, il va se passer quelque chose. Et ce qui est étrange, c'est qu'on l'attrape par la queue. Et attraper une souris par la queue, évidemment, d'un point de vue alchimique, on pourrait se poser la question, sauf que la queue peut avoir un autre sens. Par exemple, quand dans un cuisinier, on parle d'un maître-queue, eh bien, c'est évidemment pas de la queue dont on parle, mais c'est de la pierre qu'il utilise pour aiguiser ses couteaux. Puisque la pierre qui a une forme oblongue, ça s'appelle la queue. Donc à ce moment-là, la pierre à aiguiser. Le fusil aussi. Voilà, ça s'appelle aussi. Le fusil, c'est un manche et c'est métallique. Mhm. Hein. Mais la queue, c'est vraiment une pierre Mhm. qui est, comment dirais-je, ovale, un peu allongée. Hein. Et d'ailleurs, c'est de là que vient le terme les maîtres-queues. Et à ce moment-là, si je reprends, j'attrape la souris verte par la queue, à ce moment-là, la queue, c'est la pierre. Donc, peut-être quand le verre me sourit, et peut-être quand la pierre verte me sourit, à ce moment-là, ça commence à avoir une autre notion. Alors je la montre à ces messieurs, qu'on peut entendre bien sûr dans la langue des oiseaux, messieurs, au sens le ciel au pluriel, messieurs. Donc maintenant je prends cette pierre, je la montre à messieurs, et donc il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que l'esprit va descendre à l'intérieur de la matière, peut-être le volatile va se fixer. Et là il me donne un mode d'emploi, il dit trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, et ça fera un escargot tout chaud. La tremper dans l'huile, c'est un des états de la matière. On va par exemple parler du soufre. Trempez-la dans l'eau, c'est un autre état de la matière, on va parler du mercure. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin, ils disent ça fait un escargot tout chaud. Alors pourquoi un escargot? Vous n'êtes pas sans savoir que la racine gale, on le reverra dans d'autres contes, comme le Petit Pousset par exemple, veut dire caillou. Et c'est intéressant, donc à chaque fois qu'on va voir gale, d'ailleurs le pèlerinage par exemple de Saint-Jacques de Compostelle-là, c'est-à-dire les étoiles dans le compost, commence en Gaule et termine en Galice. Donc on a toujours cette notion ici de pierre. On a nous aussi nos petits cailloux qui vont nous conduire quelque part. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a fêté la galette. Et la galette, ça veut dire la petite pierre. Donc peut-être que dans une rousse solaire, eh bien, à l'intérieur, il y a une petite pierre à trouver. Puis quand on trouve cette petite pierre, on nous met une couronne parce qu'on a reçu la lumière. Donc vous voyez, cette gale ici représente la pierre. Et souvenez-vous, pour les plus anciens, quand il y avait des machines à vapeur, ça commence à tarder maintenant, mais même quand on fait un feu, eh bien, il y avait des petites particules incandescentes qui partaient, même au-dessus d'un feu. Et ça a un nom. On appelle ça des escarbilles. Et l'escarbille, la racine escar veut dire feu. Vous savez, les gens, quand on a des escars parce qu'on ne bouge pas, ça ressemble à des brûlures. Et à ce moment-là, la pierre des philosophes s'appelle la pierre de feu, puisqu'on parle d'escarboucle. Escarboucle, carbonculum, charbon ardent. Et bien sûr, la pierre gale, escar, gale, donc escargale, on comprend maintenant pourquoi c'est un escargot tout chaud. Donc finalement, on nous dit, eh ben, c'est le processus de la pierre philosophale. Hein. Quand le verre apparaîtra, tu feras descendre l'esprit à l'intérieur, tu lui feras subir 3 opérations, à la première dans l'huile, à la deuxième dans l'eau, et enfin tu auras la pierre des philosophes. Tout simplement, on n'écoutera plus la souris verte de la même manière. Tout à fait. La deuxième strophe eh bien, nous donne aussi un certain nombre de clés. On peut y revenir juste après la deuxième strophe? Oui, bien sûr, bien sûr. Car nous avons David qui nous attend. David, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je suis très content de parler à Patrick Burenstenas. Merci. Toujours des émissions très intéressanentes. Je crois que ça vous Et plaise. donc, j'avais une question. Je voulais vous demander comment faire pour être motivé en suivant la voie alchimique. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait des progrès constants ou est-ce que on est un petit peu dans l'attente de la pierre, de la rudification, donc de la pierre philosophale. Voilà, est-ce que vous
peux vous dire un petit peu plus, c'est le problème fondamental de est-ce que quand je suis une voix, ça sert à quelque chose? Et quel va être le retour de cette voix-là? Au début, on suit une voix pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire, on m'aime pas, je suis pas bien dans ma maison, j'ai mal aux pieds, je veux être riche, je ne sais quoi, qui sont des raisons de matière. Et à ce moment-là, ça veut dire que j'investis, et si j'investis, je veux un retour sur investissement. C'est-à-dire que je travaille tant de temps, et je dois avoir un retour qui me rapporte. Donc on va commencer comme ça. Et très vite, on va se rendre compte que c'est pas ça du tout. Il se passe autre chose, et qu'on accepte que les voix soient longues et difficiles. Pour la bonne raison que on n'attend rien de la voix. Je dirais presque le contraire, c'est presque la voix qui attend quelque chose de nous. Je parlais de courant tout à l'heure, et je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est devenir le plus transparent pour le laisser passer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au début, on va travailler pendant longtemps, voire des années, il ne va rien se passer, mais rien du tout. On va avoir des résultats matériels, c'est-à-dire qu'on va être capable de purifier un peu la matière, on va chercher des signes gratifiants. Et finalement, on ne les aura pas. Ou si on a des signes, finalement, c'est des choses qui vont nous laisser piéger dans la matière. Et au bout d'un certain temps, on va commencer à lâcher les choses, c'est-à-dire qu'on ne va plus rien attendre. Et le jour où on n'attend plus rien, là, il va commencer à se passer un certain nombre de choses. Et c'est quoi ces choses? Ça vous rend heureux. C'est-à-dire que la voix par elle-même, elle n'est pas progressive, c'est-à-dire ça ne marche pas à l'ancienneté. Vous allez vivre un certain nombre d'expériences, pas forcément des expériences qui vont être le résultat de quelque chose, qui vont être gratifiantes dans votre travail, mais par contre, quand vous allez sortir de votre laboratoire et quand vous allez regarder le monde, eh bien, vous le trouvez plus beau, même sans vous en rendre compte. Les relations que vous allez avoir avec les autres aussi vont être complètement différentes, sans que vous vous en rendiez compte. En dehors de ça, si vous suivez ce chemin-là, bien sûr, eh bien, ça ira de mieux en mieux, en sachant que, évidemment, comme vous attendez rien, vous n'êtes pas soumis au temps en disant « il faut absolument que j'ai un résultat dans les 10 jours qui viennent ou dans les 15 jours qui viennent ». Il va se passer ce qui va se passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en tant qu'humain, le fait de suivre une voie initiatique de cette nature-là, d'abord, va vous éloigner des autres. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des centres d'intérêt qui ne sont plus les centres d'intérêt du commun. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs ou plus mauvais que les autres, mais ça veut dire que vous n'aurez plus les mêmes centres d'intérêt. Et le symptôme, c'est je vais chez des amis, je suis très content d'y aller, mais dès que j'y suis, au bout de 5 minutes, j'ai envie de partir. Parce qu'on n'a plus rien à se dire. Et là, on peut en retirer de l'aigreur, on peut en retirer de la vanité, en disant moi j'ai trouvé des choses qu'ils n'ont pas trouvées, et puis donc je suis meilleur qu'eux. Ou alors en disant on m'aime pas. Et ça, tout le monde passe par cette étape-là. Et donc on va s'éloigner des autres, et à force de s'éloigner des autres, on va se retrouver tout seul. Et là, ça va être l'épreuve. Parce qu'il y a une vraie épreuve. Et cette épreuve, elle est mortelle. C'est-à-dire, je me retrouve tout seul, j'ai plus aucun repère, je suis au fond du gouffre, c'est la dépression totale, et ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, soit je mets le doigt dedans, je dis « Oh, c'est dangereux ce truc-là, je ne veux pas du tout faire ça, j'abandonne tout et je reviens dans le monde profane », soit j'accepte l'épreuve. C'est-à-dire que je passe à travers justement ça. Et là, il va se passer quelque chose d'incroyable, si je réussis à passer, c'est que je reviens vers les autres, parce que je me rends compte que même le pire, ou celui que je pensais être le pire, eh bien, possède à l'intérieur de lui cette lumière. Et donc, je vais revenir vers les autres en me rendant compte que le monde vaut le coup d'être vécu. Et c'est ça, vraiment, cette épreuve. Je pense que la voix n'arrive jamais par l'endroit où on l'attend. Et justement, par définition, parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. D'accord. Est-ce que vous pensez que... Ce sera ta dernière question, David. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'alchimie, la voie alchimique, quelque part, c'est un peu trouver Dieu ou trouver l'information ultime à travers la matière? Oui, chacun mettra le mot qu'il veut derrière. Oui, bien sûr, oui. Je pense que c'est... Mais plein d'autres voies. Mais je veux dire que l'alchimie, pour moi en tout cas, m'a permis effectivement de voir ou de percevoir ce qu'il y avait derrière. C'est-à-dire une autre dimension, une dimension sans dimension, c'est-à-dire tellement vaste, et que le croyant pourra appeler Dieu, oui, je pense, oui. Merci David. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi, au revoir. Alors je vous garderai bien tous tout le temps que vous voulez sur l'antenne, mais il y a d'autres personnes en attente. Voilà pourquoi je vous presse un tout petit peu au bout d'un moment. Nous allons maintenant accueillir Sébastien. Sébastien, bonjour. Bonjour, monsieur de Buresténas.
Bonjour à vous. Merci pour la partie Oui, que pour la vous venez de me partie donner. Ah, pardon. Je sais On pas t'é- pourquoi ça me restait comme ça. C'est pas grave, on t'écoute Sébastien. Alors, je voulais savoir, est-ce que selon vous, Nostradamus était un alchimiste? Et qu'est-ce que vous pensez, et si vous le connaissez, qu'est-ce que vous pensez du traité des fardements et confitures? Que du bien. Alors bien sûr que Nostradamus était un alchimiste, mais il n'était pas que ça. Il faut savoir qu'à l'époque, tous ceux qui étaient à la fois médecins, apothicaires, astrologues, étaient aussi alchimistes pour des tas de raisons d'ailleurs. C'est que dès l'instant qu'on était médecin, on avait besoin de produits et qu'il n'y avait pas de pharmacie comme aujourd'hui. Donc par conséquent, on était capable de fabriquer ces produits soi-même. Et puis évidemment, comme on tenait compte à l'époque de l'univers et pas seulement de ce qu'on voyait, c'était aussi des astrologues pour trouver la période la plus faste pour soigner son patient par exemple. Et évidemment, surtout Michel de Notre-Dame, Nostradamus, qui lui s'est intéressé à une foule de choses, n'a pas pu passer à côté de l'alchimie. Parce que ça lui permettait justement soit de faire des remèdes très particuliers, soit d'avoir cette interaction qu'il avait entre cette vision de l'univers, à la fois dans le temps et dans l'espace, et présente. Je serai là pour vous rappeler les Centuries, où il a décrit un certain nombre d'événements, dit-on, qui sont des divinations sur les futurs plus ou moins probables. Alors, quant au traité qu'il a fait, les alchimistes n'ont pas fait que de l'alchimie, ils ont fait aussi des tas de choses, j'allais dire des tas de choses utiles, c'est-à-dire c'est un peu péjoratif, mais c'est-à-dire des tas de choses qui touchaient aussi à la vie de tous les jours. Parce que c'est aussi pour rendre les gens heureux, bien vivre, bien manger, bien boire, en tout cas des bonnes choses, en tout cas des bons produits. Un produit spirituel nous rend spirituel. Et beaucoup d'alchimistes se sont intéressés aussi à la cuisine, à la distillation, à la fabrication de confitures, de plantes, et ainsi de suite. Je pense à d'autres, on ne parle pas beaucoup de femmes, mais je pense à Hildegard von Bingen, qui laisse un traité des plantes qui est assez extraordinaire. Je pense à Nicolas Lemery, XVIIIe siècle, qui fait un traité sur les aliments. Et puis à Michel de Notre-Dame, bien sûr, qui nous parle de confiture, mais pas seulement, il nous parle aussi de sirop, et il nous parle aussi de la manière de conserver. Et finalement, la conservation des produits, c'est-à-dire leur garder leur qualité gustative, mais aussi les vitamines, et aussi un formidable travail que les alchimistes ont fait, parce que toutes les conservations, que ce soit par la fumée, que ce soit par le sel, que ce soit par le vinaigre, que ce soit par le sucre, étaient bien sûr des obligations. Je pense par exemple au fromage, qui est une manière de conserver le lait finalement. Quand on avait trop de lait, qu'on ne savait pas quoi en faire, c'était intelligent d'en faire du fromage qu'on pouvait manger toute l'année. Donc on a été soumis à des nécessités, mais en dehors du hasard qui a permis de découvrir les manières de conservation, la connaissance, le dialogue qu'il y avait avec la matière, peut-être que, je dis ça en plaisantant, mais allez savoir, peut-être que les cornichons expliquaient à l'alchimiste quelle serait la meilleure manière de les conserver. Donc quelqu'un qui travaille pour le bien des autres comme il l'a fait, parce qu'il a été médecin quand même, il a soigné, et puis il a voulu aider les gens qui avaient autour de lui, expliquer aux gens comment bien manger et comment faire des conserves va complètement dans le sens des alchimistes. Et je reste convaincu qu'on ne peut faire de l'alchimie que si on aime ce monde. On ne fait pas de l'alchimie pour fuir ce monde, mais on fait de l'alchimie pour le connaître, pour le comprendre et pour l'aimer plus encore. Donc, faire des bonnes choses et pour pouvoir les partager est pour moi une excellente idée. Merci de lui avoir rendu cet honneur. Oui, oui, ô combien. Si je peux me permettre, vous parlez de faire émerger la lumière. Oui. À l'intérieur de nous. Est-ce que ça pourrait expliquer, est-ce que ça peut survenir inconsciemment de l'individu sans qu'il pratique aucune... est-ce que ça peut venir d'un mécanisme qui se mettrait en place dans son métabolisme, que cette lumière jaillisse, mais si vive, que cela pourrait expliquer les combustions spontanées? Alors ça c'est autre chose, la combustion spontanée, mais que la lumière jaillisse sans faire rien, mais bien sûr, ô combien. Je dirais,
ça devrait être comme ça. Je veux dire, on s'est éloigné de ça parce qu'on a choisi une société mécaniste aujourd'hui et on est obligé de faire des pratiques, d'utiliser des techniques. Mais je pense que le berger qui était dans sa garrigue et à un coucher du soleil, eh bien, s'il était capable d'avoir toutes les senteurs qu'il y avait autour de lui, de regarder la couleur, de regarder les animaux paître et dans un bonheur total, eh bien, avait fait autant de travail que si on faisait de l'alchimie pendant 10 ans. Bien sûr que chacun peut être touché par cette lumière à n'importe quel moment, quoi. Sébastien, Je vous remercie. merci à Merci toi, à vous. merci pour tes questions. Au revoir. Au revoir. Le standard reste ouvert et c'est Sam qui a une question à poser maintenant. Sam, bonjour à toi. Bonjour à vous. Patrick de Martinaz. Je suis très content. Je m'y attendais pas du tout en ouvrant la radio. Parce que il y a une semaine, j'ai acheté les 7 émissions. Donc je dis pour les auditeurs, les émissions de Alchimie de Patrick de Martinaz sont disponibles. Hein. Je me regarde depuis quelques temps à les écouter. Et là, c'est une joie d'entendre Patrick de Martinaz en direct. C'est bien. Et du coup, comme j'ai pris beaucoup de notes, il me reste une question. C'est le livre des prénoms. Je me dis vraiment, bien sûr, il y a beaucoup d'enseignements dans les émissions, mais en fait, il y a beaucoup de questions en même temps. Ça soulève énormément de questions. Donc, je voulais savoir où est-ce que ça en était. Vous êtes payé par mon éditeur. Oui. Non, mais c'est 50 € seulement. Non, je plaisante. Non, mais alors évidemment, ça a été un peu retardé parce que j'ai fait les 7 DVD avant et que vous savez, un DVD, c'est un an de travail à peu près. Hein. Donc ça a pris beaucoup de temps, mais j'ai jamais été aussi près. J'ai fait 350 prénoms sur 400 à peu près. Donc on arrive au bout et j'espère que ça va bientôt sortir. Je voulais faire une suggestion, que j'en profite de pouvoir le mettre en numérique afin qu'on puisse le procurer tout simplement en fait en PDF, c'est-à-dire Il va falloir voir ça avec l'éditeur Voilà, de Patrick. c'est pas de ma compétence. voilà avec l'éditeur. Voilà. Merci à toi, Sam. Juste dernière question. Oui, vas-y. C'est où trouver quelqu'un pour commencer, où trouver c'est sûr qu'il n'y a pas de club parce qu'apparemment c'est oral, mais comment commencer, comment faire le premier pas une fois qu'on a toute la théorie, quoi d'autre en fait? Bon, la question déjà, c'est vous êtes sûr d'avoir toute la théorie? Non. Ça c'est déjà Mais au moins avoir quelqu'un pour pouvoir poser des questions, revenir. C'est vrai que nous n'avons pas abordé le thème du disciple aujourd'hui. Éclaircir les points qu'on n'a pas compris selon notre histoire, selon les mots, selon notre faculté. Tout à fait, on dit quand le disciple est prêt, le maître apparaît, mais il y a des manières de répondre aux questions, mais généralement c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est pas l'élève qui décide, c'est-à-dire que ça se manifeste au moment où effectivement on en a besoin. Alors généralement ce qui se passe, c'est il y a un travail préliminaire à faire, hein, donc évidemment c'est pas une secte, hein, on vous demande rien, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une recherche personnelle à faire sur quelque chose. Il faut s'entendre sur l'alchimie déjà, hein. C'est un sujet qui est tellement vaste qu'il faut savoir sur quoi on veut partir, sur qu'est-ce que ça peut être et est-ce que c'est vraiment notre voie. Donc généralement il y a une étude personnelle à faire et puis on en discute après, quoi. Voilà, Sam. Merci à toi, passe une bonne journée. Au revoir. 08 92 23 95 20, c'est le numéro de téléphone pour poser pour l'instant, en tout cas, vos questions à Patrick Buron-Sténas. Et c'est Ludovic qui nous rejoint. Bonjour à toi. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous. En fait, moi j'appelle parce que j'aurais une question en ce qui concerne... parce que moi j'ai du mal à saisir en fait l'histoire du corps, de sortir du corps et je me posais la question en fait, je voulais savoir si je voyais clairement les choses. Est-ce que c'est vraiment en fait une lutte perpétuelle entre le corps qui est péché et la matière et l'âme, l'esprit qui est saint et qui est du divin en fait? Est-ce que c'est ça? Non, pas du tout, ça c'est une vision judéo-chrétienne.
C'est-à-dire qu'on nous a appris qu'il y a les gentils et qu'il y a les méchants, que les gentils doivent avoir des têtes de gentils et les méchants doivent avoir des têtes de méchants. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, tout ce que je vous dis, encore une fois, n'engage que moi. Moi, je reste persuadé que l'âme est un réservoir de soufre, c'est-à-dire un réservoir d'agitation. Et que le but du jeu... Bon, on n'a pas parlé de l'être aussi. Il y a 3 choses. L'être, le corps et l'âme. On peut dire que l'être, on va faire simple, on va imaginer que c'est une bougie. Le corps, on va imaginer que c'est des plaques de verre. Et l'âme, on va imaginer c'est ce qui salit les plaques de verre. Donc, quand on voit la lumière, c'est ce qui passe à travers le corps et l'âme. Donc, le but du jeu, finalement, c'est de vider l'âme, c'est-à-dire de nettoyer les plaques. Et quand on a nettoyé les plaques complètement, la lumière peut passer à travers le corps sans résistance. Donc, tout ça pour dire que le corps est l'outil qui permet de nettoyer son âme. Donc, il n'est pas sale. C'est pas le péché, le corps. C'est seulement un outil. Pour vider son âme, il faut bien qu'il y ait une interface avec notre réalité. Donc cette interface, c'est le corps. Mais le corps, c'est comme si on était dans ce monde un peu comme un couple cheval-cavalier. Le corps, il nous conduit d'abord à l'endroit où il veut, et le but du jeu, c'est d'apprivoiser le corps pour qu'il nous conduise à l'endroit qui est bon pour tout le monde. Mais ça ne peut pas être un combat en permanence entre le corps et l'âme. Ça serait insupportable. Ça serait la guerre totale. C'est pas ce cas-là. Le corps est un outil seulement, et pas du tout une perversion. Moi, je pense que ce qui s'est passé, enfin, encore une fois, c'est une hypothèse, c'est que l'univers naît de l'agitation de l'immobile, et qu'on a transposé ça dans notre histoire. C'est-à-dire qu'on a Adam qui est au paradis, et au paradis, il ne se passe rien, c'est immobile. Et puis, le péché, c'est trouver une excuse pour mettre Adam à la porte. C'est-à-dire pour montrer qu'on l'a mis en mouvement, on l'a mis en agitation. D'accord. Parce que dès qu'on le met à la porte, et d'ailleurs on le voit avec l'ange aussi, quand Lucifer se mettra à la porte, il tombe. C'est la chute de l'ange. Et vous remarquerez qu'on le met en mouvement. Pour moi, c'est une transposition de l'agitation du début de l'univers. Alors après, on s'est collé ça sur le dos en disant, c'est pas possible que Dieu ait fait ça, donc c'est forcément sa créature. Donc c'est forcément de notre faute. Mais ça, c'est une vision qui touche que les gens qui partagent une vision judéo-chrétienne. Il y a des tas de gens dans le monde qui pensent absolument pas ça. Regardez les extrêmes orientaux, par exemple, le bien et le mal, ils s'en foutent complètement. C'est une question de circonstance. Rien n'est ni bien ni mal, ça dépend. Donc le corps est absolument pas un péché, c'est l'outil qui nous permet... D'ailleurs, les textes sont contradictoires là-dessus. D'un côté, on y dit le corps, c'est pas bien, puis d'un autre côté, on y dit croissez et multipliez. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment ? Et il y a eu un problème de téléphone, Ludovic nous a quittés, mais je pense qu'il y a eu la réponse à sa question. Nous allons maintenant accueillir Yves. Yves, bonjour. Oui, bonjour Alexandre, bonjour M. Buron-Sténas. Bonjour à vous. Je vous appelle parce que j'avais suivi plusieurs émissions où vous parliez des prénoms. Et vous aviez presque fait le tour de toutes les lettres, enfin, en tout cas de ce que j'ai entendu. Et en fait, il y en a 2, enfin 3, où j'ai pas suivi le sens. Et je voulais savoir donc quel était leur sens d'après la langue des oiseaux. Il y avait le Q. Je veux savoir si le W c'était la même chose que le V simplement doublé. Et puis le B, où j'ai jamais entendu le sens. Alors le Q, ça va vous faire rire, c'est ce qui sépare le corps de l'esprit. Oui. Donc c'est séparer les deux, puisque la lettre O représente le corps et l'esprit. Donc c'est séparer l'un de l'autre, c'est-à-dire être capable de faire la part des choses. Le W est la même chose que le V, et le B c'est le passage. L'action de passer d'un état à l'autre. D'accord. Par exemple, quand vous avez un bébé, le E c'est le monde, donc c'est celui qui vient 2 fois, on se demande d'où il vient. B le passage, E le monde, B le passage, E le monde. Donc quand vous avez un prénom qui commence par la lettre B, globalement ça veut dire que vous êtes un touriste. C'est-à-dire que rien ne vous attache sur ce monde. Alors il faudrait voir le reste, mais ça, globalement quand ça commence par ça, ça veut dire que vous êtes en quête de quelque chose qui puisse vous fixer. D'accord. Voilà. Bon. Ça amène un peu d'eau à mon moulin. Parfait. Très bien Yves, Je parfait. vous remercie. Le moulin de la galette, j'espère. Merci à toi Yves, au revoir. Au Au revoir. revoir à vous. Et c'est Noël qui nous rejoint maintenant. Noël. Oui, bonjour Patrick. Bonjour à vous. Voilà. Et bonjour Alexandre. Bonjour Noël. Alors ma question, bon, se résume à très peu de choses.
D'abord, je voudrais demander à Patrick si son livre Les prénoms vous révèlent va être à nouveau publié. Bah, publié déjà, ce sera bien. on en a déjà parlé tout à l'heure. Oui, mais je viens de prendre l'antenne là. Voilà, Ah, d'accord. oui, j'espère que cette année il va sortir. Oui. Bon, d'accord. Et d'autre part, pour mon mari, je voulais également savoir si la Galilée a un rapport avec la Gaule. Ah, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, surtout si on commence en Galilée et qu'on finit au Golgotha, qui est le Si on mont du commence en crâne. Galilée, finit au Golgotha, oui, effectivement. Voilà, bien sûr. Hein. On a toujours cette même racine. Dès qu'on a Gale, c'est qu'on a l'histoire du galet, du petit caillou. Et c'est toujours un chemin à suivre. Hein. Oui, mon mari me dit le coq. Oui, bien sûr, le gallinacé, c'est exactement la même chose. On le trouve d'ailleurs à la cathédrale d'Amiens, où vous avez un bas-relief où on voit un coq dans un arbre. Et c'est les gallinacés, mais pour l'alchimiste, ça va lui donner une clé qui est très intéressante, c'est que c'est le coq qui est à l'intérieur du chêne, c'est pas n'importe quel arbre. Et ce coq à l'intérieur du chêne représente quelque chose, c'est ce qu'on appelle la pomme du chêne. Et évidemment, quand on disait aux anciens aller chercher une pomme dans un chêne, on ne comprenait rien. Et quand on regarde un chêne, et bien sur certains chênes, il y a un parasite qui les pique, et ça fait comme une espèce de petite pomme ridée. Et cette pomme ridée s'appelle la gale du chêne. Donc s'il y a la gale, c'est qu'il doit y avoir quelque chose dedans. Bon, d'autre part, je vous demande également, est-ce que Jésus-Christ aurait été gaulois? Ah, ça, je ne vais pas comment dirais-je, me fourvoyer dans ce chemin. Non, mais pourquoi pas, oui. Pourquoi pas, je veux dire, après, se pose la question. La Gale, Golgotha. Oui, mais il a peut-être fait un pèlerinage qui l'a conduit par le monde, mais ça, Oui. vous savez, c'est un peu comme notre histoire, il y a plein de trous partout, notre histoire est très très mitée. Oui. La Galilée était Celtes ou pas? C'est-à-dire que c'est pas réputé pour ça, quoi. Oui, bien sûr. Voilà Noël. Bon, d'autre part, je voudrais quand même vous poser une question sur les noms en général. Je vous écoute. Alors, mon prénom est Noël. Oui. Mon nom de jeune fille est Toussaint. Noël et Toussaint, c'est quand même, hein? Bah oui. Vraiment. C'est-à-dire que Une sale lorsque blague. mon père a vu que je portais le nom de Toussaint, bon, il a cru que c'était triste. Ah oui. Alors que c'est la fête des morts. Oui. Donc c'est un jour gai. Oui. Alors je vais pas faire le décryptage des prénoms parce que j'ai pas le temps de le faire, mais par contre de Toussaint, je vais vous le dire parce que ça c'est intéressant et ça va rebondir un peu. Vous me parliez des Celtes. À l'origine, la Toussaint vient d'une fête celte qui est Samhain et qui est la fête qui est devenue la fête des morts. Et le pape de l'époque, voyant que les gens utilisaient toujours Samhain, eh bien il a extrait tout Samhain et tout Samhain est devenu Toussaint. Et donc, Samhain, c'est la période où on doit couper les vieilles branches, où on doit... Vous savez, on a l'impression que c'est une période, comme vous le disiez, triste, mais pas du tout. C'est une période où on est immobile, et on coupe les vieilles branches, où on pardonne, où on se prépare à recueillir la déesse de la terre. Donc, c'est pas du tout un moment où on doit déprimer, on doit accepter ce moment d'immobilité, justement pour laisser rentrer la lumière. Oui. Alors, bon, Noël, on va devoir s'arrêter là. entendu. Je suis désolé, bonne journée Noël. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Nous reparlerons, je dis ça à nos auditeurs, des prénoms le jour où Patrick Buron-Sténas, qui effectivement vous promet ce livre depuis un bout de temps, fera le plaisir de livrer le manuscrit à son éditeur. Nous allons fermer le standard pour l'instant, retourner au cours classique de cette émission. Patrick Buron-Sténas, nous sommes arrêtés il y a longtemps maintenant, à la deuxième strophe de la Souris verte et je ne l'ai pas oublié. Oui, alors c'est le moment où on la met dans un tiroir. Alors donc on la met dans un tiroir, elle trouve qu'il fait trop noir. Hein. Ça serait presque le premier œuvre, vous voyez. C'est-à-dire que pour purifier la matière, ça va se passer de trois manières différentes. La première fois, on décompose cette matière. Ensuite, une fois que la matière est décomposée, on sépare le subtil de l'épais. Et le subtil, on le réaligne. Deuxième étape, quand ce subtil est réaligné, il devient blanc. Et la troisième étape, quand la lumière descend dedans, il devient rouge. Et la première étape, bien sûr, quand la matière est décomposée, c'est noir.
Donc c'est ce qu'on nous dit, hein, parce que quand on la met dans un tiroir et trouve qu'il fait trop noir, donc on doit laisser cette matière jusqu'à ce qu'elle noircisse, mais pas trop. Première étape. Ensuite, je la mets dans ma culotte et là, elle fait 3 petites crottes. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand on travaille avec un creuset comme avec une pipe, eh bien, au bout d'un moment, ce creuset est culotté. C'est-à-dire que quelque chose apparaît autour de ce creuset. Il y a quelque chose qui sort de la matière et qui vient se mettre sur les côtés. Et ça va se produire un certain nombre de fois. Et donc, elle va faire 3 petites crottes, donc 3 passages, bien sûr, à l'intérieur de la matière. Et ensuite, je vais reprendre cette matière-là et je vais la mettre dans un autre creuset, ce creuset fermé. Luté, on dit, c'est-à-dire fermé par le haut, comme un chapeau, quoi. Et s'il y a un chapeau, évidemment, c'est le couvre-chef. Et s'il y a un couvre-chef, c'est que le chef est dessous. Et là, bien sûr, il va falloir que je le mette dedans, mais à une température particulière, pas trop, parce que sinon, elle va trouver qu'il fait trop chaud. Donc, vous voyez, finalement, la première fois, c'est la philosophie, dans la première strophe, et la deuxième fois, c'est le mode d'emploi d'un point de vue technique. Donc, on s'aperçoit qu'une comptine qui nous semblait de prime abord incompréhensible, ce qui était le cas d'ailleurs, on ne peut pas la comprendre au pied de la lettre, mais dès l'instant qu'on commence à aller un petit peu plus à l'intérieur, eh bien, on se rend compte que c'était un vrai mode d'emploi. Et ce qui est formidable, c'est qu'encore une fois, pour reprendre ce que quelqu'un disait tout à l'heure sur la tradition orale, eh bien, regardez depuis quand cette comptine se raconte. Encore aujourd'hui, à l'intérieur des maternelles, eh bien, on chante cette comptine, pardon. Ce qui veut dire que cette tradition orale, eh bien, va perdurer. Et même si nous ne l'avons pas compris en le chantant à nos enfants, eh bien peut-être qu'un de nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants deviendra un alchimiste fameux en ayant entendu une comptine. Alors, pour rester sur les comptines, ce sera la dernière aujourd'hui. Après, nous passerons au petit poussé, mais au clair de la lune. Parce qu'il y en a 2 finalement hein, qu'on connaît tous, enfin ou presque. Il y a la souris verte et il y a au clair de la lune. Voilà, alors je parlerai que de la première strophe, parce qu'il y en a plein d'autres. Il faut savoir que la première strophe est ancienne et les autres ont été rajoutées à la Révolution française et elles sont plutôt grivoises. C'est-à-dire que c'était, si on transpose avec les mots de l'époque, c'était plutôt galant. Alors ce qui n'est pas galant, vous voyez, on reste toujours dans la pierre, donc ce qui est toujours intéressant, mais d'un point de vue alchimique, c'est vraiment la première strophe qui est vraiment intéressante. Quand on dit au clair de la lune, mon ami Pierrot, bon déjà on peut entendre de l'eau claire de la lune, mon ami Pierre, eau. Donc peut-être que si je laisse une pierre en face à la lune, elle va se transformer en eau claire. Vous voyez, eau claire de la lune, mon ami Pierre, eau. Et peut-être que c'est un mode d'emploi. Peut-être que je vais prendre une poudre, je vais la présenter à la lune et le lendemain ça sera de l'eau. Et c'est peut-être une bonne manière de capter l'esprit de la lune. Donc on nous donne ici un mode d'emploi assez subtil. Prête-moi ta plume pour écrire un mot, ma chandelle est morte, j'ai plus de feu. Et là il y a quelque chose de très très drôle, c'est incompréhensible. Parce qu'il dit prête-moi ta plume, je n'ai plus de feu, ma chandelle est morte. Mais il devrait dire prête-moi une chandelle. Il ne devrait pas dire prête-moi une plume, parce que même si on lui prête une plume, il n'y verra rien quand même, puisque de toute façon, il n'aura pas de lumière. Donc en réalité, c'est pas du tout prête-moi ta plume qui était dit, mais c'est prête-moi ta lume, qui était le vieux mot de français pour dire prête-moi ta lumière. Et évidemment, là, on comprend plus. On dit prête-moi ta plume, ma chandelle est morte, et ma chandelle est morte, on l'avait vu tout à l'heure, c'est le chant d'elle. Et le chant d'elle, c'est peut-être un endroit où le volatile se fixe, puisque c'est le chant d'elle, comme un champ. Et comme on sait qu'on est des cultivateurs, eh bien peut-être sur un champ, on va être capable de faire descendre quelque chose. Donc, l'eau va se transformer sous la lune, pardon, le sel va se transformer sous la lune en eau, et peut-être que la lumière elle-même va se transformer en quelque chose si le volatile est fixé. Et à ce moment-là, on pourra dire « Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu ». C'est-à-dire que la porte de la matière s'ouvre et derrière, je vais voir l'amour de Dieu. Donc peut-être d'un côté, la première ligne dit comment capter le feu de la lune, la deuxième ligne dit comment capter le feu du soleil, et enfin, la troisième ligne dit si je réussis à réunir les deux, la matière s'ouvrira pour me faire voir l'amour de Dieu. Vous êtes en train de nous expliquer qu'une grande partie des contes et des comptines ont été écrits par des alchimistes. Ce sont des messages laissés... Tout comme les bâtisseurs ont laissé dans les villes, dans les grandes villes, comme Bruxelles, dont vous parlez dans les DVD, des messages. Alors j'adorerais que ce soit le cas. Bon, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que, comme on le disait tout à l'heure, il y a un courant. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance. Et que ce courant, eh bien, il imbibe, il imprègne un peu tout le monde, et surtout les arts. Et par conséquent, je pense que l'inspiration
c'est ça, et que cette inspiration fait que, quoi qu'on fasse, on va retomber sur deux choses qui vont dans le sens du courant. Alors indéniablement, bien sûr, il y a des alchimistes qui volontairement ont laissé des textes, comme des bâtisseurs, qui volontairement ont laissé des textes. Mais je pense que quand on laisse vagabonder son imagination, elle va se promener dans des endroits où le courant est le plus fort. Et par conséquent, on va tous parler de la même chose sans même s'en rendre compte. Dès l'instant qu'on laisse venir cette inspiration. D'ailleurs, on dit les dieux soufflent et l'homme est inspiré. C'est-à-dire qu'on va s'imbiber de ça. Alors, on peut constater, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que ça ne dépend pas de la culture. C'est que quelle que soit la culture, on l'a vu tout à l'heure avec des contes africains ou des contes chinois, on va retomber sur globalement des mêmes histoires, mais expliquées à l'aune de la culture locale. Mais l'histoire est la même, le rythme est le même, le nombre d'étapes est le même, les couleurs sont les mêmes, les symboles sont les mêmes. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose, et là je vais dans le sens peut-être d'une conscience, mais j'en sais rien, j'ai pas de réponse aujourd'hui. Hein. C'est peut-être le moment, si j'ai une seule interrogation aujourd'hui, c'est celle-là. Est-ce qu'il y a une conscience ou est-ce qu'il n'y en a pas? J'ai pas de réponse aujourd'hui à ça. Et je pense que c'est du domaine de chacun. Mais il est troublant de constater que tous les contes, à part des contes qui sont politiques ou des contes où on a voulu faire passer un message social ou politique, mais tous les contes ont la même structure et racontent finalement quelque chose qui conduit au même endroit. Et ça, c'est assez troublant, même si on est sûr qu'il y a des alchimistes qui ont vraiment écrit des contes faits pour. Est-ce qu'on ressent plus, quand on est alchimiste, est-ce qu'on ressent plus les choses qu'on ne les voit? J'ai eu l'image à l'instant d'un alchimiste aveugle. Oui, alors à chaque fois je dis on voit les choses, mais je ne devrais pas utiliser ce terme. Le terme que j'utilise d'ailleurs, c'est percevoir. Et cette perception, elle est pas seulement visuelle, elle est par n'importe quoi, ça peut être de la musique, de l'odeur, du goût, du toucher ou autre chose. Quelque chose d'indéfinissable, c'est ça la connaissance. C'est qu'autant le savoir est l'aboutissement d'une logique, d'une chronologie, d'un apprentissage, autant la connaissance non. C'est-à-dire que ça tombe comme ça. C'est un jour qui n'est pas fait comme un autre. Peut-être quand on est aligné, justement, c'était pour répondre aussi à la question d'un des auditeurs en disant « Et si on fait rien, est-ce que ça ne peut pas marcher aussi ?» Ben si, ça arrive quelquefois où on est dans un lieu où on a un alignement personnel qui fait que il se passe quelque chose. Et ça, cette connaissance, elle se manifeste, je dirais, à travers nous. Et on ne décide pas forcément qu'elle se manifeste. Alors je pense que l'alchimiste, s'il a une vertu, c'est la capacité d'être ouvert. C'est-à-dire, moi je pense que, il y a des vertus à avoir si on veut faire de l'alchimiste. L'alchimiste, c'est peut-être pour répondre aussi à un des auditeurs qui disent, mais comment on fait? La première, c'est évidemment la patience, puisque si on veut finir avant d'avoir commencé, c'est même pas la peine de le faire, ça va être long et difficile. Et la deuxième, la plus importante pour moi, c'est la faculté d'émerveillement. C'est-à-dire, c'est retrouver justement cette lumière dans chaque chose. Tout est incroyable. Le fait de se lever le matin, de respirer, de parler, de regarder un coucher de soleil, de regarder une plante, de regarder... Tout ça, c'est incroyable, c'est magique, c'est stupéfiant. Ça dépasse tout ce qu'on pourra imaginer. Et avoir conscience de ça et vivre l'intensité de chaque chose, on dit aussi, le philosophe cherche la perfection du moment présent. C'est quand on est avec quelqu'un, c'est quand on serre la main de quelqu'un, quand on embrasse quelqu'un, quand on mange quelque chose, quand on ouvre une porte. Est-ce qu'on est vraiment à ce qu'on fait ou est-ce qu'on est déjà parti? Et je pense que cette intensité permet de percevoir des tas de choses. Tout est là si on laisse le temps aux choses d'arriver. C'est comme si la lumière, la nature essayait de se manifester, mais comme elle ne le fait pas à la même vitesse que nous, si on n'a pas la patience d'attendre, elle va commencer à se manifester, mais nous on va déjà être partis. Et on va se retrouver à un autre endroit où elle va recommencer à se manifester, mais nous on va être partis. Et donc on aura l'impression qu'elle se manifeste jamais et nulle part. Mais c'est pas parce qu'elle ne se manifeste pas, c'est parce qu'on n'a pas la patience de l'attendre. Donc cette faculté d'émerveillement, c'est-à-dire être capable de rester dans un endroit sans rien faire et sans s'ennuyer, en goûtant chaque chose, je pense que ça nous donne vraiment une clé. D'ailleurs on dit dans la langue des oiseaux, celui qui s'ennuie est ennuyé. Donc évidemment, étant ennuyé, on ne peut pas trouver la lumière, donc on ne peut pas s'ennuyer. Ça me fait énormément penser au travail d'un photographe, ce dont vous nous parlez, qui cherche la lumière idéale, qui peut rester pendant 7, 8 heures, 9 heures, 10 heures au même endroit. Mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le photographe parlera de la même chose que moi, un instantané.
Donc on parlera vraiment de cette intensité du moment présent. Patrick Buron-Sténas, nous ne sommes plus très loin de la fin de cette émission. J'aimerais que nous prenions le temps, vous preniez le temps plutôt, de nous traduire le Petit Poucet. Alors, le Petit Poucet, c'est un conte qui est évidemment, qu'on connaît tous, qui est très très intéressant. Déjà, pour planter un peu le décor, je vais vous raconter un peu l'histoire. C'est un couple de paysans qui a 7 enfants et 7 garçons. Bon, déjà, le 7, maintenant, on sait que c'est intéressant, puisque le 7 sont les 7 étapes à franchir entre la matière et l'esprit. Et puis, il y en a un qui est plus malin que les autres à l'intérieur, hein. Il est tout petit, on l'appelle Poucet, donc il aurait la taille d'un pouce, mais surtout, le pouce, c'est quelque chose de très intéressant, puisque vous savez que les métaux ont un rapport avec les doigts de la main. Chaque doigt de la main a un rapport avec un métal. Bon, le petit doigt, c'est Mercure, l'annulaire, c'est l'or, le majeur, c'est le plomb, l'index, c'est l'étain, le pouce, c'est le cuivre, le creux de la main, c'est le fer, et sous le petit doigt, l'endroit qu'on appelle le mont de la Lune, c'est l'argent. Donc vous savez que les métaux ont un rapport avec les dieux et un certain nombre de fonctions. Donc le pouce, c'est le cuivre. Et le cuivre a une particularité, si vous regardez le pouce, en plus, c'est le seul doigt qui est capable de s'allier à tous les autres. Donc l'appeler Poucet, ça veut dire que c'est celui qui est capable de s'allier aux autres, qui est capable de convaincre les autres, c'est le rapport à l'autre. Donc c'est celui qui sait parler. Et c'est d'ailleurs pourquoi c'est lui qui va guider ses frères. Alors ces paysans, évidemment, se trouvent en forte disette, et par conséquent décident, avec tous les remords qu'ils ont, ils ne veulent pas voir mourir leurs enfants, donc ils décident de les perdre dans la forêt. Mais Poucet, évidemment, qui avait l'oreille qui traînait, eh bien, se rend compte qu'on va pouvoir les perdre dans la forêt. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va au bord de la rivière et il prend des petits galets. Et c'est même précisé dans le conte, des petits galets blancs. Et ça, c'est très intéressant, puisque les galets, maintenant, on sait ce que c'est la pierre, c'est le caillou. Mais à la fois, galets, au bord d'une rivière, ces galets, ils ont été faits par l'onde, puisque ça a été fait par l'eau, ça a été poli par l'eau. Donc ces galets vont représenter le début du chemin. Donc ils sèment ces petits cailloux blancs, et ils sont perdus en forêt. Et donc, il se trouve que, en rentrant à la maison, leurs parents on retrouve de l'argent que le seigneur du coin leur devait. Et là, ils se lamentent en disant on a retrouvé de l'argent, on va acheter à manger, mais on n'a plus nos enfants. Donc ils achètent à manger en souhaitant que leurs enfants aient eu une mort douce, et ils entendent frapper à la porte, et merveille, le Petit Poucet revient, parce qu'il a suivi les petits cailloux qu'il avait semés, il revient dans la famille, ils font bombance. Alors pour nous, c'est un enseignement, puisque les cailloux, c'est aussi la matière, c'est aussi la densité, donc c'est nos habitudes aussi. C'est-à-dire quand il a semé ses habitudes, eh bien il les a reprises pour rentrer chez lui. Et il arrive chez lui, ils font bombance, et au bout de quelques jours, on se retrouve dans la même disette. Et là, eh bien on décide encore, les parents décident de perdre, encore une fois, les enfants. Mais là, le Petit Poucet, il n'a rien entendu. Donc il se retrouve sur le pas de la porte, il sait qu'il prétexte une promenade comme la première fois, il sait qu'ils vont être perdus, mais là, il n'a pas de cailloux, il n'a pas eu le temps. Alors les parents, pour pas qu'ils aient une mort trop terrible, leur disent pas, ils leur disent on part en promenade, et ils leur donnent un morceau de pain. Et leur donnant un morceau de pain, eh bien le Petit Poucet, il a que ça sous la main, il décide de semer des morceaux de pain en disant, eh ben, comme ça on va retrouver le chemin. Alors déjà le pain, c'est pas n'importe quoi. Le pain d'un point de vue symbolique, on parlait des éléments tout à l'heure, eh ben, pour faire du pain, il faut les 4 éléments. Il faut du feu, il faut de l'air, il faut de l'eau, il faut de la terre. L'air étant la fermentation qui permet de faire monter ce pain. Donc il a les 4 éléments finalement qui sont là. Il en manque un, il manque la quintessence évidemment. Et cette quintessence finalement, ce 5e élément qui est très volatile, eh bien c'est celui qui nous permet de continuer notre chemin finalement, de rentrer en dehors de nos habitudes. Alors sur le chemin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les oiseaux mangent les miettes de pain. Donc le volatile mange les 4 éléments et finalement ils sont perdus. Mais est-ce qu'ils sont vraiment perdus? C'est-à-dire qu'ils sont perdus dans leurs habitudes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas revenir. Alors ils sont dans la forêt, cette forêt noire, sombre. Alors Poucet, qui est évidemment plus malin que les autres, monte sur un arbre. Et qu'est-ce qu'il voit? Une lumière tremblotante, au loin. Donc finalement, ils ne sont pas vraiment perdus, ils voient cette lumière. Et on peut se poser la question, c'est, mais qu'est-ce qu'ils vont aller faire dans cette maison? Ils disent, tiens, on est perdu dans le noir, et autour, ils entendent des loups crier.
Et donc il s'approche de la maison, il frappe à la porte, et là, c'est la femme de l'ogre qui est là, et qui leur dit « Mes enfants, écoutez, je veux bien vous accueillir, mais il y a un ogre ici qui va vous manger. » Et finalement, ils ont le choix entre les loups et l'ogre. Et ils choisissent l'ogre. Parce qu'ils se disent, avec l'ogre, on pourra peut-être négocier, avec les loups, il n'y a aucune chance. Mais c'est très intéressant pour nous d'un point de vue alchimique. Le loup est quelque chose de très important pour l'alchimiste. Il représente la matière première. Et cette matière première, finalement, elle nous guide vers l'ogre. Et la lumière qui est au bout, finalement, ce n'est pas une lumière salvatrice, c'est une lumière qui nous conduit vers l'épreuve. Et peut-être qu'en alchimie, quand on va commencer à voir une lumière, ce n'est pas le bout du chemin, c'est peut-être la manière de vraiment rentrer à l'intérieur de l'épreuve. Donc, le petit Pousset et ses frères rentrent à l'intérieur de la maison, ils sont nourris par leur hôtesse, et l'ogre arrive, on sait très bien, elle cache les enfants, mais lui, avec son nez fin, eh bien, il sent la chair fraîche. Et donc cette chair fraîche représente, encore une fois, c'est nos 7 enfants, hein, c'est les 7 étapes de la matière, c'est les 7 métaux qui sont là. Et lui, il sent ça, elle est fraîche, cette matière, elle n'est pas putréfiée, elle n'est pas décomposée, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Il va falloir peut-être qu'elle soit dévorée, cette matière, qu'elle soit digérée pour qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, c'est ce qu'il se propose de faire. Il propose de les manger, mais il rajoute dans le conte qu'il ne va pas les manger tout seul. Et quand on lit le conte original, c'est marqué qu'il faudra les préparer pour 3 de ses amis ogres qui vont venir. Donc, encore une fois, on va avoir les 7 enfants, on va avoir 3 étapes, et on revient complètement à l'alchimie, le 7 x 3, 21, qui est la fin d'un cycle, et puis le sel, le soufre, le mercure, les 7 étapes à franchir. Donc, il décide finalement de les manger, mais la femme réussit à les convaincre de ne pas les manger tout de suite. Donc, elle va les coucher, et il se trouve qu'on les couche dans la chambre des filles, et il y a 7 filles. Et ces 7 filles, elles sont couronnées, elles ont une couronne sur la tête. Et les 7 enfants, ils ont un bonnet rouge sur la tête. Et là, on voit bien qu'on a une opération alchimique. Les 7 filles représentent la lune, et les 7 garçons représentent le soleil. Et la lune contient à l'intérieur un germe d'or. Et c'est pour ça que la nuit, le petit Pousset, qui est un malin, qui se dit peut-être que l'ogre, il va changer d'avis, il va peut-être nous tuer cette nuit, donc il inverse les bonnets. Et on voit bien que quelque chose des hommes vont vers les femmes, et quelque chose des femmes vont vers les hommes. Et que l'homme va donner son bonnet rouge et que la femme va donner la couronne d'or. On voit bien une opération alchimique qui se passe entre les deux. L'ogre, effectivement, la nuit se dit « je vais le faire tout de suite, comme ça ce sera fait ». Il arrive, et comme c'est la nuit, il ne voit rien, il tâte les chefs, et là il s'aperçoit, d'ailleurs il tâte les chefs, hein, qu'il y a les couronnes, et là les couronnes il ne va rien faire, parce qu'il pense que c'est ses filles, et il y a les bonnets, et là, évidemment, il leur coupe la gorge. Il les égorge complètement. Le lendemain matin, évidemment, avant le petit Pousset, voyant ça, une fois que l'ogre est parti, il dit à ses frères, il faut partir tout de suite. Donc ils s'habillent pendant la nuit, ils partent. Et le lendemain matin, c'est l'hôtesse qui arrive, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit ses filles baignant dans leur sang. Et c'est décrit comme ça, donc vous voyez que ce n'est pas vraiment pour les enfants. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un sang rouge qui imbibe les draps blancs. C'est une opération alchimique, on appelle ça la teinture. C'est-à-dire quand ce liquide rouge, qui est finalement la combinaison du bonnet et du sang des filles, donc le bonnet rouge qui va être la partie masculine et les filles blanches qui vont être la lune, vont se combiner tous les deux pour faire une teinture sur ce drap blanc. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment quand la pauvre mère voit ça, elle tombe sans connaissance. Donc c'est comme si on perdait aussi sa connaissance à ce moment-là pour trouver quelque chose d'autre. Évidemment, les 7 fils, cette fois, partent. Alors ils partent et ils vont se cacher. Et à ce moment-là, l'ogre, qu'est-ce qu'il fait? Il met ses bottes de 7 lieues. Et les bottes de 7 lieues, pour rattraper les 7 frères, il ne pouvait pas faire moins. Donc franchir les 7 étapes, on avait dans Blanche-Neige les 7 nains. Et finalement, qu'est-ce qu'il porte aux pieds? Il porte les chaussures de Mercure. Et les chaussures de Mercure ailées qui lui permettent de franchir les vallées. Donc d'aller explorer tout le monde, explorer les 7 mondes pour retrouver ces 7 métaux. Alors les enfants, entendant l'ogre arriver, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent à l'intérieur d'une pierre creuse. C'est indiqué tel quel. Et évidemment, la pierre creuse, qu'est-ce que c'est? Le creuset. Ça va de soi. Les 7 métaux se mettent à l'intérieur du creuset, et l'ogre arrive. Et comme par hasard, à ce moment-là, l'ogre est fatigué. Donc il est fatigué, qu'est-ce qu'il fait? Il vient se coucher sur la pierre creuse. Et cet ogre ici, finalement, qui va représenter peut-être ce qu'a mangé la matière, il représente Saturne, il représente Chronos, celui qui mange ses enfants finalement.
c'est-à-dire le plus ancien mais aussi le plus jeune, celui qui fait la réintégration, eh bien il vient se mettre sur le creuset. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Pendant que l'ogre dort, le petit Pousset dit à ses frères partez, ce qu'ils font, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les bottes de cette queue de l'ogre. On voit bien cette magie que l'ogre avait, eh bien c'est lui qui met les bottes, et elles se mettent à sa mesure. Alors maintenant, il ne faut pas croire que ça s'arrête comme ça. Le petit Pousset, il est drôlement malin, il retourne chez la femme de l'ogre, et là il lui dit, vous savez, l'ogre a été pris par des brigands, il faut me donner toute la fortune maintenant pour payer la rançon. Et elle le fait. Alors non seulement il tue ses filles, il vole ses bottes, mais il prend toute sa fortune. Finalement, en gros, il prend la place de l'ogre. Donc il prend toute sa fortune, et à partir de ce moment-là, on n'entend plus parler de l'ogre dans le conte. Ils rentrent chez eux, c'est merveilleux, ils sont maintenant riches et tout le monde mange. Mais l'ogre, il n'a plus de colère. On a tué ses filles, c'est pas parce qu'on lui a pris ses bottes qu'il ne peut pas les retrouver. Donc il abandonne les recherches. C'est comme si l'ogre, une fois qu'il avait donné ses bottes, maintenant, il n'avait plus rien d'autre à donner, c'était fini. Il avait transmis quelque chose. Et peut-être que tout ce qui s'est passé ne sont que les épreuves du cherchant. Et qui est devenu maintenant le nouvel ogre? C'est le petit Pousset. Parce que peut-être que lui, maintenant, en vieillissant, eh bien c'est lui qui deviendra l'ogre. Et peut-être que quand il aura à son tour à transmettre, eh bien c'est lui qui prendra le rôle de l'ogre pour transmettre enfin, lui, ses propres bottes de cette vue. J'aimais déjà cette histoire avant, je l'aime encore plus maintenant. Patrick Buron-Sténas, vous parlez souvent de la lune, du soleil, du vent, de l'effet de la nature, des éléments qui nous entourent sur les objets, et même sur d'autres objets de la nature. Là, vous parliez de, par exemple, une pierre pilée qu'on aurait pu mettre dans un cours d'eau avec la lune qui donne de l'effet sur la pierre, qui la fait disparaître, etc. Pour une personne qui souhaite, pourquoi pas, faire ses premiers pas en alchimie, le choix du matériel, j'imagine, est très important. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut qu'il ait une intention dans l'objet lors de sa création déjà pour pouvoir l'utiliser. Je pense à un creuset de pierre. Faut-il que la personne qui a réalisé ce creuset ait mis de l'intention, ou est-ce qu'on peut se permettre de prendre n'importe quel objet industriel? Moi, je pense qu'on peut se permettre de prendre n'importe quel objet parce que c'est l'expérimentateur finalement qui va teinter. C'est aussi la relation qu'on a avec l'objet. Je sors ici dans la rue, je ramasse un caillou par terre et on raconte l'histoire du caillou. On dit même une histoire réelle. Ce caillou existe depuis 300 millions d'années, il est sorti du cœur de la terre. Ça y est, maintenant quand j'en parle, c'est plus un caillou vulgaire. Il est devenu magique. Je discutais avec un vieux maître en lui disant comment on fait un objet magique. Mais il me disait c'est pas compliqué. Tu prends un caillou, tu le mets en haut d'une armoire et tous les jours à minuit tu le retournes pendant 1 an. Et si vous êtes capable de faire ça, je vous garantis que cet objet au bout d'1 an, il est magique. Donc c'est aussi, nous nous promenons avec notre bulle de réalité. Et ce qui veut dire par là que si votre bulle est suffisamment forte, eh bien vous êtes capable de transmuter n'importe quelle réalité. Alors évidemment, si vous avez besoin de croire, vous n'êtes pas sûr de la voie que vous suivez, alors vous allez avoir besoin de petits trous au vélo. Et là, la petite roue au vélo, ça sera le creuset, il est particulier, il a été fait dans certaines circonstances. Le métal, je suis allé chercher à tel endroit, ainsi de suite. Je pense qu'on va fabriquer des objets magiques parce qu'on n'est pas capable, nous, de créer cette propre magie. Mais je pense que l'objet, je reste convaincu que l'alchimiste du Moyen-Âge, s'il y avait un fabricant de creuset, il allait voir le fabricant de creuset. Il n'allait pas prendre un creuset qui datait de 3000 ans avant, parce qu'il avait une histoire. J'ai pas du tout l'impression. Je pense que ça, c'est la glorification de l'outil. Alors après, on a le côté un peu romantique, et puis le côté un peu respect, tradition, en disant c'est un creuset. On le fait tous, on a un peu du fétichisme. Je veux dire, quand j'ai un vieux livre et que ce vieux livre, je disais tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui a mis un commentaire en marge, ou qu'il est roussi sur un côté, ou qu'il y a la trace de quelqu'un qui a posé le creuset dessus puis que ça l'a brûlé, c'est sûr que pour moi ce livre a une autre valeur que ce qui est marqué à l'intérieur. Mais pourquoi? Parce que c'est pas une valeur intrinsèque, c'est la valeur qu'on lui a donnée, parce que j'imagine celui qui a travaillé. J'imagine le même dans son laboratoire, tout seul, qui sort le creuset de son feu, qui ne sait pas où le poser, et il trouve il y a son livre, c'est là, et même si son livre était précieux pour lui, il le pose dessus parce qu'il n'y a pas d'autre endroit pour le mettre. Et aujourd'hui, c'est marqué dans la chair du livre,
ce moment incroyable. On partage, on remonte le temps cette fois en voyant quasiment celui qui a sorti le creuset puis qui l'a mis dessus. Quand à la lumière de sa bougie, peut-être avec ses bésicles, il a écrit un commentaire dans la marge, c'est pas pour le commentaire qu'il a mis, c'est transposé avec la personne qui a fait cette œuvre. Et je pense que c'est pas l'objet en lui-même, mais c'est ce qu'il véhicule, alors que ça soit vrai ou pas. Et c'est pour ça que on peut inventer des histoires sur des objets pour rassurer celui qui l'utilise. Ça me fait penser à la plume de Dumbo dans Walt Disney, vous savez, l'éléphant volant là, qui n'était pas capable de voler, alors qu'il était capable de le faire. Alors il y a un corbeau qui lui donne une plume magique. Et quand il tient la plume magique, il est capable de voler. Et puis pas de chance, à un moment, la plume s'envole, et puis il se casse la figure. Et le corbeau lui avoue que c'est une plume qu'il a prise sur son derrière, et qu'il lui a donné ça. Et l'autre, quand il se rend compte finalement que c'est vrai, il est capable de voler sans la plume. J'avais complètement oublié cette histoire. Patrick Buron-Stenas, d'ailleurs on peut voir une photo d'un creuset sur la page de présentation du site des DVD sur voyage-alchimique.com. On voit un creuset et allez, pour tous les curieux qui vont regarder cette image-là, on voit une sorte d'excitation de la matière. C'est quoi ce moment exact Alors, ce moment, c'est un moment très important, c'est quand le feu quitte la matière. C'est-à-dire que ce n'est pas un feu qu'on a rajouté à la matière, c'est l'agitation qui est libérée par la matière. Et ça veut dire qu'on a été capable d'ouvrir la matière pour que toute sa colère en sorte. Et d'ailleurs, on voit, le feu devient blanc, ça devient une énergie incroyable, qui n'a rien à voir avec le feu de bois. On peut mesurer des températures du creuset qui montent presque à 2000 degrés. Donc avec un feu de bois, il n'y a aucune chance de faire cette température. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que si à ce moment-là, je sors le creuset du feu, ça va s'éteindre, mais ça va se rallumer tout seul. C'est-à-dire que le métal va redevenir rouge, blanc et pétillant, alors qu'il est sorti du feu. Ce qui prouve bien que ce n'est pas un feu qui vient de l'extérieur, mais c'est un feu qui est libéré par l'intérieur. Et à ce moment-là, ce n'est pas un feu vulgaire. Ça devient vraiment toutes les émotions du métal qui sortent. Et ce que j'aime énormément, c'est que cela nous fait revenir au tout début de l'émission, ce qui me paraît être le parfait moment pour se dire au revoir. Je vais vous laisser les derniers mots, Patrick Buron-Stenas. Il en a été beaucoup dit, des mots pour poursuivre cette voie qui finalement est une voie merveilleuse, je vais dire. Pour moi, il faut savoir que ce n'est pas la seule, qu'il y a des tas d'autres voies. Je pense que la sincérité du cherchant est quelque chose d'essentiel. Et je pense que la seule garantie, puisqu'on a toujours peur de suivre une voie qui nous conduit nulle part, eh bien, on n'a pas besoin de se poser la question de savoir est-ce qu'elle nous conduit quelque part, on a juste à se rendre compte est-ce qu'elle nous rend heureux ou pas. Si une voie nous rend heureux, elle est bonne pour nous, et je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Merci beaucoup, je suis ravi de vous avoir reçu aujourd'hui. J'espère que les auditeurs, tout comme moi, auront avancé dans leurs recherches personnelles. Patrick Buron-Stenas, je note ce livre que je ne connaissais pas, Le Voyage alchimique. J'ai pris connaissance aujourd'hui, Carnet de voyage, par Patrick Buron-Stenas donc, et Georges Combe, qui a réalisé la série de DVD. C'est une sorte de plus, justement, à ces DVD, des choses non dites à l'intérieur, et puis certaines précisions, et notamment le petit poussé dont on parlait tout à l'heure ensemble. Il accompagne les DVD. Pour Noël, les éditions ont voulu sortir un coffret. Et donc dans le coffret, il nous a paru sympathique d'offrir le livret avec, qui permet d'apporter surtout des points de vue différents du mien, c'est-à-dire celui du réalisateur, du musicien, qui sont aussi des gens qui ont été touchés par la voix. Merci beaucoup, Patrick Buron-Stenas. Merci de votre accueil. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, ici et maintenant.info sur Internet. Alexandre avec vous aujourd'hui. Je vous rappelle que notre invité était Patrick Buron-Stenas.